Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur, le son est très clair. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. OK, merci. Merci, merci, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, alors, je disais que donc, pour les. C'est bon, c'est bon, c'est bon, si vous voulez. Donc, c'est bon. Le son, il est bon. Magnifique, c'est très bien. Donc, je disais que l'inflation par les structures de marché, c'est que si vous êtes dans un marché concurrentiel, en principe, les prix, ils ont tendance à baisser. Donc, normal, ça, c'est les effets de la concurrence. Par contre, si vous êtes en monopole, en oligopole, en général, donc les prix, justement, ils peuvent augmenter soit parce que le monopoleur, il est seul et il profite pour augmenter ses prix s'il n'est pas contrôlé, et les entreprises en oligopole, eh bien, parce qu'ils sont en très peu, donc ils sont un petit nombre, si vous voulez, donc quelques entreprises, généralement trois ou quatre entreprises dans certains secteurs, eh bien, ces entreprises, elles peuvent aussi profiter de leur position pour augmenter les prix. Bien. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'est comment on mesure l'inflation. Alors j'ai dit que l'inflation, on la mesure par ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Alors cet indice, donc je vais essayer ce document, je vous le laisse à la fin de l'heure dans les documents du cours. Donc je vous ferai un petit dossier où je mettrai trois petites choses sur ce qu'on a vu ou ce qu'on a traité au cours de cette matinée. Alors maintenant pour l'IPC, on a la chose suivante. On va essayer de partager un petit document. Voilà. Donc là, bon, c'est des petites notes que j'ai prises comme ça, donc je vais essayer de les commenter avec vous, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'exemple que je vais voir avec vous tout à l'heure. Donc, on a dit que l'inflation, elle est mesurée par l'IPC, c'est-à-dire une fois qu'on a calculé cet indice des prix à la consommation, d'accord, l'évolution, c'est-à-dire la variation donc de l'IPC de cette année par rapport à celui d'année précédente, donne le taux d'inflation. D'accord? Alors, en général, l'IPC, c'est un indice. On va voir tout à l'heure comment on le calcule. Et donc, si vous avez, par exemple, sur 2 années, donc vous avez, par exemple, 2020 et 2021, vous avez l'indice des prix à la consommation pour 2020 et vous avez l'indice des prix à la consommation pour 2021, eh bien, vous allez faire juste l'indice de 2021 moins l'indice 2020 sur l'indice 2020. Ça, c'est ce qu'on appelle une variation par rapport à une base, fois 100, et ça vous donne le taux d'inflation. C'est-à-dire que des fois, si on dit, vous allez lire un article de journal et on vous dit l'inflation au Maroc, elle est de 2%. On ne va pas vous dire l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, il permet l'évolution de l'IPC détermine le taux d'inflation. Et donc, c'est 2%. Bien sûr, si par exemple, vous avez un indice pour 2020 qui est de 100 base, par exemple, la base, elle est de 100, et que cet indice, il est passé à 102. D'accord, 102. Donc, en fait, 102 moins 100 sur 100 fois 100, donc, ce qu'on appelle le taux de variation, ben, ça vous donne 2% d'inflation. D'accord? Alors, donc c'est la variation de l'IPC dans le temps qui permet de calculer l'évolution des prix, donc le taux d'inflation. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que l'IPC, c'est un panier. Euh, donc, un panier, bon, c'est juste, si vous voulez, l'expression qu'on utilise pour dire qu'on va avoir un ensemble de biens et de services, d'accord, dont on va suivre l'évolution des prix sur une période. Par exemple, généralement, la période, c'est l'année. D'accord? Par exemple, on va dire, si au Maroc, on a le Haut Commissariat à... vous arrêtez vos micros, s'il vous plaît, parce que vous me dérangez. Alors, soyez un peu discipliné, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Pas de micro, s'il vous plaît. Euh, alors on a comment dirais-je, donc on a un panier, donc en fait un ensemble de biens et de services dont on va suivre l'évolution des prix. Par exemple, si on a au Maroc, le panier,
le Haut Commissariat donc au plan. Donc c'est un organe de l'État qui s'appelle le Haut Commissariat donc au plan, donc qui a son siège à Rabat, et c'est eux qui s'occupent du calcul de l'IPC. Et donc en fait, ils ont un panier, donc un ensemble de biens et de services qu'ils vont suivre régulièrement. Ils vont aller sur les marchés, par exemple, dans les supermarchés, ils vont aller dans les marchés hebdomadaires, ils vont chez les bouchers, ils vont chez ceux qui vendent des chaussures, donc ils vont chez ceux qui font des habits, ils vont chez ceux qui s'occupent du transport, etc. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle le panier. Et puis après, ils vont relever les prix. Ils vont relever les prix. Et puis, il y a une méthode, si vous voulez, pour transformer les prix en indices. Et une fois qu'on a des prix en indice, bien sûr, il y a donc un petit quelque chose qu'on va faire pour avoir l'IPC. D'accord? Et donc finalement, c'est l'IPC, donc c'est un panier type, donc c'est-à-dire c'est le même nombre et le même type de bien dont on va suivre l'évolution sur plusieurs années. On ne va pas juste dire cette année, par exemple, on va prendre, je ne sais pas, donc les prix des chaussures, les prix des habits, les prix des produits alimentaires, etc. Et puis l'année d'après, on enlève les produits alimentaires pour les remplacer par des services de télécommunication. D'accord? Donc en fait, le panier il reste le même pendant un certain temps, hein, bien sûr, parce que l'évolution des goûts, l'évolution du mode de vie de la société change. Et donc finalement, le panier il peut changer, mais il va changer peut-être chaque 10 ans, chaque 15 ans, chaque 20 ans. Mais sinon, le panier, il reste le même. Il reste le même. C'est un panel, donc ce qu'on appelle un panel. Et ce panel, on va le suivre sur plusieurs années. D'accord? Donc voilà, l'IPC donc est un panier composé de plusieurs biens et services consommés par un ménage compte tenu de son budget. D'accord? C'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes jeune et donc vous pouvez demander à vos parents, il y a pratiquement chaque 10 ans, il y a ce qu'on appelle les enquêtes sur les ménages marocains. Il y a des enquêtes, il y a des gens qui viennent frapper à votre porte et ils viennent avec un questionnaire, ils vont vous poser un certain nombre de questions, combien vous avez d'enfants, quel est votre travail, donc combien vous gagnez, est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement, donc où vous travaillez, combien on sait pour le transport, combien vous dépensez pour ci, combien vous dépensez pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les enquêtes sur les ménages. Et les enquêtes sur les ménages, ce sont ces enquêtes-là qu'on fait pas chaque année parce qu'elles sont elles sont très lourdes, à organiser. On ne peut pas faire ça chaque année. En général, on les fait chaque 10 ans, pas seulement au Maroc, même ailleurs, d'accord. Donc chaque 10 ans, on va faire ces enquêtes. Et ces enquêtes, en fait, ils nous disent comment est-ce que les ménages vont utiliser leur budget. Voilà. On va dire par exemple à quelqu'un, vous gagnez combien? Il va vous dire, je gagne 6 000 dirhams. OK. Et puis après, vous lui dites, OK, vous gagnez 6 000 dirhams, comment on veut les dépenser? D'accord? Et c'est à travers cette structure de dépenses qu'on va composer le panier. D'accord? On va dire que les ménages marocains, le ménage marocain type, modèle, plus ou moins, eh bien, il dépense comme ça son argent. D'accord? Et c'est à travers ça qu'on va essayer, bien sûr, de composer ce budget des ménages et qu'on va essayer de suivre pendant une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, on va encore faire des enquêtes et ces enquêtes, on va encore redemander aux Marocains combien vous utilisez, comment vous utilisez votre budget. On va dire, je l'utilise comme ça. Et finalement, donc à travers ça, on va composer ce panel ou bien ce panier type. D'accord? Alors, il est composé des principaux services et biens consommés par les ménages compte tenu de son budget. D'accord? Alors voilà, donc vous avez ici le Maroc, l'IPC est calculé par le Haut Commissariat au Plan, ce qu'on appelle le HCP. Et pour savoir comment le calcul, on va prendre un petit exemple. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Vous m'excusez juste une petite seconde et j'arrive. Voilà, excusez-moi. Alors, donc,
On a ici un petit exemple. Alors, l'exemple, j'ai pris trois produits, hein, mais un vrai panier, il peut être composé de milliers de produits, un millier. Vous avez plusieurs groupes, le groupe alimentation, donc vous avez le groupe logement, vous avez le groupe énergie, vous avez le groupe télécommunication, vous avez le groupe transport. Et donc finalement, dans chaque groupe, hein, transport, rien que dans le transport, il y a le transport par le train, le transport de bus, le transport privé, etc. Et tout ça, en fait, dans une même catégorie, si vous voulez, vous pouvez avoir des fois dans certains pays, vous pouvez avoir des centaines de biens et de services. Dans l'alimentation, on va vous dire, OK, dans l'alimentation, il y a par exemple le pain. Alors, dans le pain, il y a plusieurs types de pain. Euh, dans la viande, eh ben, il y a plusieurs types de viande. Si vous prenez les produits laitiers, ben, il y a plusieurs types de produits laitiers. Et tout ça, c'est suivi. C'est suivi par ce haut commissariat au plan qui nous permet justement par la suite de déboucher sur un indice synthétique, d'accord, qu'on appelle l'IPC. Alors là, moi, j'ai pris trois produits et le mode de calcul ou le raisonnement est le même. Même si vous prenez 1 milliard de biens et de services, si vous avez les moyens technologiques qui vous permettent de traiter 1 milliard de biens et de services chaque mois, si vous devez relever les prix chaque mois, ben vous pouvez le faire. D'accord. Alors pour ces trois types de produits, donc moi j'ai pris un petit, j'ai tracé un petit tableau et je vais essayer de le commenter avec vous. Donc là, vous avez, à votre gauche, vous avez le panier. Et mon panier, à moi, il est composé de trois produits. D'accord? Un vrai panier, ben, vous pouvez avoir 1 million de produits si vous voulez. D'accord? Donc vous avez trois produits. Et j'ai pris 2 années. D'accord? J'ai pris les prix, voilà, les prix de l'année 2017. D'accord? C'est-à-dire, il y a un enquêteur qui va sur le marché, puis il va dire, le produit A, il coûte combien? Ben, on va dire, il coûte 30 dirhams. On a relevé, on a noté 30 dirhams pour le produit A. Après, il va pour ceux qui s'occupent du produit B et il va leur dire, votre produit, il coûte combien? Ils vont lui dire 6 dirhams. Et c'est son produit, il coûte 15 dirhams. Donc ça, on a juste relevé les prix. On était sur les marchés et on a demandé aux gens combien vous vendez vos produits. D'accord? Alors après, on est revenu, parce que normalement, c'est régulier, on fait ça. Je ne sais pas, dans les pays de l'Union européenne, par exemple, on fait ces enquêtes chaque mois. Chaque mois. Alors imaginez-vous, déjà, la quantité de produits qu'on va suivre, d'accord? Et on le fait chaque mois. Chaque mois, on va relever les prix, bien entendu, auprès de un certain nombre de points de vente, hein. Donc, on ne va pas faire le tour de tous les vendeurs des biens et services, tous les prestataires de services, mais on va le faire auprès un groupe de ce qu'on appelle des points de vente. Alors, donc, on le fait régulièrement. Alors moi, c'est juste pour illustrer, pour vous simplifier un peu l'exemple, j'ai pris les prix de 2017 relevés et j'ai pris les prix pour l'année 2020. Et on a fait la même chose. On est allé vers un point de vente et on leur a dit le produit A, il vaut combien? 25. Le produit B, combien? Il a dit 12. Il a augmenté. Celui-là, il a baissé. C, ils vous disent que le prix il est passé à 16. Vous allez relever. D'accord? Alors, il y a une chose très importante, c'est ça, c'est des prix. Ça, c'est des prix qui sont en dirhams. D'accord? On les a relevés. Après, le service qui est chargé de relever ces prix, le Haut Commissariat au plan, ils vont essayer de transformer ces prix en indices. Alors, pour les transformer en indices, on prend toujours une année de base. On a toujours une année de base, une année de référence, si vous voulez. L'indice de l'année de référence, il est toujours égal à 100. 100. L'indice 100. Donc, ce n'est pas pourcentage, ce n'est pas des dirhams, c'est un indice à la base qui est de 100. Donc, en fait, c'est une unité, c'est une grandeur. On lui donne toujours à la base, l'indice, il est toujours égal à 100. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, pour les prix de 2017, ils ont tous, dans notre exemple, puisque 2017 est une année de base, ils ont un indice de 100. Chacun, il a un indice de 100. C'est son point de départ. D'accord? Donc, c'est pour ça que on a choisi ici
indice 2017 et j'ai mis un petit astérix et j'ai mis 2017, c'est une année de base. D'accord? Et l'indice à la base est toujours égal à 100. 100, donc une grandeur de 100. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai résolu ce problème. Ça veut dire tout simplement que tous ces prix-là, d'accord, ils ont un indice de 100. Ils ont un indice de 100. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici 2017, base, et base, c'est toujours 100, bien sûr. Maintenant, si on doit, excusez-moi, je pense que là, il y a une petite erreur. Donc le prix de l'année, c'est pas prix année 2020, donc vous pouvez corriger. Donc c'est 2019, hein, donc, parce que là, il ne faut pas que je me contredise. D'accord? Donc vous avez ici 2019, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. 2019 et ça change rien. Donc même si j'avais pris 2020 ici, ça ne change rien. Mais juste pour qu'il n'y ait pas une contradiction, vous mettez ici prix année. Donc pour ceux qui ont le petit polycopier, ben, ils mettent prix année. Alors moi je vais peut-être le corriger ici, si je peux, hein. Non, je peux pas. C'est pas grave. Donc là, vous mettez, c'est je vais le corriger avant de vous le mettre dans le dossier de la journée, le document de la journée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on a les indices de 2017, donc ils ont chacun un indice de 100, parce que c'est la base. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ces prix de 2019, c'est pas 2020, mais 2019, on va les transformer en indices. Alors pour ça, on va faire juste un produit en croix. Donc on va faire une règle de 3 si vous voulez, et on va poser, donc voilà, par exemple, vous avez ici une illustration, indice 2019, on fait des règles de 3. Alors, d'abord, on pose pour le produit A. Pour le produit A, à la base, d'accord, c'est-à-dire pour 2017, d'accord, eh bien, le prix 30, il a un indice de 100, on l'a dit, puisque 2017, c'est une base. Donc, 30 dirhams correspondent à 100 pour l'indice. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'indice de 25 dirhams, c'est-à-dire les prix de 2019. D'accord? C'est-à-dire, ce qui m'intéresse maintenant, ce sont ces prix-là, je trouve leur indice. D'accord? Et pour cela, on va faire un produit en croix. Je dis, bon, je pose 30 dirhams égal à 100, l'indice, et maintenant je cherche un 25 égal à X que je cherche. D'accord? Donc vous faites un produit en croix, c'est-à-dire vous allez faire tout simplement 30 fois X égale à 25 fois 100. D'accord? Alors en simplifiant, bien sûr, X, il va être égal à 83. Et donc, l'indice d'un prix de 25 dirhams pour 2019 est égal à 83. D'accord? Donc là, on voit qu'il est inférieur à l'indice à la base, inférieur à 100. Donc ça veut pourquoi? Parce que les prix, il a baissé, il est passé de 30 à 25. Et donc, c'est ce qui, donc, comment dirais c'est ce qui a donné un indice plus faible. Allez, on répète l'exemple, donc on va répéter l'exercice pour les autres prix. On a dit que pour B, le prix à la base, il était de 6, d'accord? Et on cherche l'indice pour le prix de 12, d'accord? Il faut juste mettre les prix des bons côtés, hein. Donc là, vous avez des dirhams et là, vous avez des indices à droite, d'accord? Et on fait la même chose, un produit en croix, ce qui nous donne un indice pour un prix de 12 qui est de 200, d'accord? Et puis après, pour terminer, donc on a C. C, il a le prix à la base, donc le prix de 15, donc il avait un indice de 100, et on cherche la même chose pour le prix de 2019, qui est 16 dirhams, et on cherche son indice, donc on fait un produit en croix et on trouve 106. Ok, donc ça c'est important, ces indices, parce qu'en fait, on ne peut pas juste calculer un taux d'inflation en faisant la moyenne des prix. Ça ne veut rien dire. La moyenne des prix, puis on va dire, bon, les prix en moyenne, c'est de temps la première année et puis de temps la deuxième année, tout simplement parce que chaque produit ou chaque bien du panier n'a pas le même poids. C'est-à-dire, il n'a pas le même poids de dépense dans le budget. D'accord? Par exemple, on va dire un Marocain type, hein. On va dire que quelqu'un, il gagne 7000 dirhams. Dans les 7000 dirhams, peut-être, au Maroc, on sait très bien que il y a un certain nombre d'éléments qui représentent la plus grosse part
dans les dépenses des ménages marocains. Par exemple, on va dire le logement ou bien le paiement d'une traite pour la banque parce qu'on a acheté un appartement. Donc ça pèse très très lourd. Donc en fait, le coefficient, c'est-à-dire le poids de cette dépense pour le paiement du loyer ou bien pour le paiement de la traite pour la maison, il va peser plus lourd. Peut-être il va peser 30%, 40% du budget. D'accord? Après, on sait très bien que les Marocains maintenant, ils travaillent toujours de plus en plus loin par rapport à l'endroit où ils habitent. Donc le transport, il coûte très très cher. Le transport, en fait, il pèse un poids encore plus important. Alors c'est pour ça que euh, les indices, en fait, déjà, ils nous permettent de transformer des unités monétaires dans la même unité, donc un indice, d'accord? Et une fois qu'on a les indices, on va essayer de voir que représente chaque produit dans le panier, chaque produit dans le budget du ménage. D'accord? Parce que les produits ou les dépenses qu'on fait sur certains produits, ils n'ont pas la même importance dans le budget. D'accord? Donc, vous demandez à vos parents, par exemple, vous avez un budget, c'est le revenu, d'accord? Et vous leur dites comment votre revenu est dépensé. Il va vous dire, eh bien, j'ai 15% pour ça, 20% pour ça, 5% pour ça, 2% pour ça, 30% pour ça. Et donc, en fait, vous avez votre revenu qui est structuré d'une certaine manière. Votre budget, il est structuré d'une certaine manière. Et donc, en fait, le panier des biens et des services que vous achetez est structuré d'une certaine façon. D'accord? Et donc, en fait, on a toujours donc dans le panier, on a toujours des produits qui pèsent plus lourdement dans le total. Le total, c'est toujours 100%. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dépenser 120% de votre revenu. Donc, vous dépensez votre revenu et donc votre dépense, elle est égale à 100%. D'accord? Et dans ces 100%, bien sûr, vous avez des poids différents. Donc, vous avez un qui pèse plus, d'autres qui pèsent moins, etc., etc. Alors, ces poids, ils sont importants, ce qu'on appelle le poids ou bien ce que représente chaque dépense dans le budget total, c'est ce qu'on appelle un coefficient de pondération. Le coefficient de pondération. Par exemple, on va dire, sur un budget, j'ai 30%, 30% est utilisé loyer, par exemple. Dans ce cas-là, on va dire que le coefficient de pondération du loyer est de 30%. Et donc, ça veut dire que le poids, justement, du logement est très important. Et si, bien sûr, le logement ou le prix du logement augmente, eh bien, donc ça va influencer l'IPC, l'évolution de l'IPC, et donc ça va influencer l'inflation. D'accord? Donc, si on a le même coefficient, d'accord, pour tous les produits, bon, dans ce cas-là, il n'y a pas plus, un produit n'aura pas plus d'influence dans l'évolution de l'IPC et dans l'évolution des prix, mais dès qu'il y a des poids différents et les produits qui ont le poids le plus important, si leur prix augmente, cela veut dire que l'IPC va augmenter, et si l'IPC augmente, eh bien, il y aura un taux d'inflation qui est plus important. D'accord? Alors, on revient au tableau donc pour illustrer tout ça. Donc, regardez ce qu'on a fait. On a les indices pour 2017 à la base 100. On a reporté les indices de 2019, donc qu'on a calculé, qu'on vient de calculer, 83, 200 et 106. Et puis, j'ai choisi comme ça au hasard des coefficients de pondération, c'est-à-dire le poids que représente chaque produit dans le total du budget. Le poids que représente chaque produit dans le total du panier ou bien du budget. Et là, j'ai dit, bon, pour le produit A, il pèse 30%. D'accord? Le produit B, il pèse plus lourd, 40%. Et le produit C, il pèse 30%. Et donc, de toutes les façons, la somme des coefficients de pondération ne peut pas être supérieure à 100%. Elle doit être toujours, ici j'ai mis sigma, 100%, c'est-à-dire le total ne peut pas être plus, donc ça sera toujours 100%, parce qu'un ménage, il dépense d'une certaine manière, donc son budget, bien sûr, et donc la structure de ce budget, ou le poids de chaque produit dans ce budget, est toujours égal à 100%. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste multiplier les indices de l'année pour laquelle on veut calculer l'inflation. Donc, on va dire ici, parce qu'on veut calculer l'inflation pour 2019, c'est toujours l'inflation de cette année par rapport à l'année dernière, d'accord? Eh bien, on va essayer de multiplier le coefficient par l'indice de la période
pour laquelle on veut calculer cette inflation. Et donc là, c'est puisqu'on a ici, on veut calculer le taux d'inflation pour 2019 ou l'indice 2019, parce que celui de 2017, il est connu, c'est 100, d'accord? Eh bien, nous, on veut tout simplement donc savoir combien, si vous voulez, quel est, comment dirais-je, l'indice, d'accord, pondéré par son coefficient. Pondéré, c'est-à-dire multiplié par son coefficient. Donc, on a ici 83. Donc, ici, j'ai mis indice pour 2019. 83 fois 30, 200 fois 40, 106 fois 30. Et ça nous donne des chiffres. Donc, ça nous donne 24,9, 80 ici et 31,8. Et donc, une fois qu'on a les indices pondérés de tous les biens qui composent le panier, on fait la somme des indices pondérés, et la somme des indices pondérés, c'est ce qui détermine l'IPC. D'accord? Donc l'indice des prix à la consommation n'est autre que la somme des indices pondérés, des biens qui composent le panier. D'accord? Donc, très important. Donc, on fait d'abord, on transforme les prix en indices. Les indices, bien sûr, ils sont pondérés. D'accord? Ils sont relativisés, si vous voulez, par leur poids dans le panier. Une fois qu'on a l'indice pondéré de chaque bien, eh bien la somme des indices pondérés, c'est ce qui détermine l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Et donc finalement, si par exemple vous lisez un article de journal et on vous dit l'IPC au Maroc est de 106 pour 2021, ben sachez que derrière les 106, ben, il y a ce calcul qu'on vient de faire, c'est-à-dire que c'est la somme des indices pondérés des biens qui composent le panier type, ou ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Certains parlent de panier de la ménagère. Au Maroc, on parle d'un panier type. D'accord? Et donc, une fois que j'ai cet indice, eh bien, donc, je peux calculer le taux d'inflation. C'est-à-dire, le taux d'inflation pour 2019, ça sera tout simplement l'indice des prix de 2019, l'IPC qu'on va calculer ici, par rapport à l'année précédente. Par exemple, si on veut calculer 2019 par rapport à 2018, il me faut l'indice de 2018, qui n'est pas forcément la base. Hein. Donc là, on a choisi 2017 comme base, mais on peut tout simplement avoir une base de 2017. On va calculer, la base, elle sert à calculer les indices. Hein. Donc, comme vous avez vu, comme vous avez pu le constater tout à l'heure à travers l'explication, la base, elle nous permet juste de passer des prix à l'indice. D'accord? Mais dans notre exemple, je peux soit calculer l'inflation de 2019 par rapport à 2017, par rapport à 100, par rapport à l'indice de 100, et là, l'inflation, elle sera de 36,7%. Donc, on va dire 136,7 moins 100, c'est-à-dire l'indice de l'année 2017, sur 100, toujours sur la base, parce que c'est ça ce qu'on appelle notre variation, fois 100, et ça vous donne 36,6%. Maintenant, si on avait 2018, on l'a pas dans l'exemple, si on avait 2018 et on vous a dit, par exemple, que pour 2018, l'indice des prix à la consommation était de 110. Après calcul, 110. Eh bien, vous pouvez faire la même chose. Et on vous dit, calculez le taux d'inflation pour 2019. Ben, vous prenez l'indice des prix à la consommation de 2019, vous lui enlevez les 110 sur 110, parce que vous calculez la variation par rapport à une base, et notre base dans ce cas-là, c'est 2018, d'accord, fois 100, et ça vous donnera 36,7 moins 10 sur 10, et bien ça vous donnera donc le taux d'inflation pour 2019, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Okay? On a toujours un panier, un panel, donc on va suivre l'évolution des prix régulièrement. Ces prix qu'on va suivre, on va les relever, on les transforme en indice par rapport à une base, par rapport à une base. L'indice à la base est toujours de 100. D'accord? Alors, une fois qu'on a transformé les indices de l'année qui nous intéresse donc on indice l'année qui nous intéresse, eh bien, on a les indices fois leur coefficient de pondération, c'est-à-dire donc le coefficient, c'est-à-dire le poids de chaque produit dans le panel, d'accord? Eh bien, on a l'indice par produit.
l'indice pondéré par produit. Et une fois qu'on a la somme, une fois qu'on fait, pardon, la somme des indices pondérés de chaque produit, on a l'IPC. Une fois qu'on a l'IPC, la variation de l'IPC dans le temps nous donne le taux d'inflation. Donc le taux d'inflation n'est rien d'autre qu'une évolution de l'IPC dans le temps. Et ça, vous l'avez ici. Donc on a tout simplement, si vous voulez, donc le taux d'inflation dans cet exemple, ça sera tout simplement 136, si vous voulez, moins 100, puisque j'ai seulement 2017, sur 100 fois 100, et ça vous donne 36,7% pour le taux d'inflation donc de l'année 2019. D'accord? Alors ça, c'est important. C'est une question très importante, en tout cas, parce que donc, il faudrait à chaque fois savoir, bien sûr, ce que c'est que cet indice des prix, hein, donc, dont on parle beaucoup dans tous les pays. C'est le seul indicateur qui nous permet de mesurer le taux d'inflation. D'accord? Maintenant, vous savez un petit peu comment, bien sûr, on calcule ce taux d'inflation. Donc, en fait, le taux d'inflation, c'est juste l'évolution de l'IPC dans le temps. Donc, vous avez l'année pour laquelle vous calculez l'inflation, par exemple 2020, 2021. Et après, si vous voulez la calculer par rapport à l'année dernière, il vous faut l'indice de l'année dernière. Et donc, à partir de là, bien sûr, vous allez prendre l'indice de l'année sur moins, pardon, l'indice de l'année précédente, sur l'indice de l'année précédente, parce que c'est toujours, la variation se calcule toujours par rapport à une base, fois 100, et ça vous donnera votre taux d'inflation. OK? Voilà. Donc, ça, c'est pour le calcul de l'inflation. Alors maintenant, j'aimerais voir, avec vous un autre petit thème, donc on a encore le temps, qui est celui des effets de l'inflation. D'accord? Les effets de l'inflation. Alors, pour cela, j'ai juste un petit exemple, donc un petit exercice que je vais faire, un petit exemple chiffré que j'aimerais voir avec vous. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, on a on va prendre un petit, donc quelques idées donc sur les effets de l'inflation. Donc, parce qu'en fait, c'est les effets de l'inflation qui inquiètent les autorités monétaires, notamment la Banque centrale et les gouvernements, parce que aucun gouvernement au monde n'aime l'inflation. Parce que l'inflation, en fait, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut être très, très dangereuse. Parce que l'inflation, elle appauvrit les gens. Alors imaginez-vous, vous avez un revenu de temps qui ne bouge pas. Je ne sais pas, vous gagnez 5 000 dirhams, et 5 000 dirhams restent toujours 5 000 dirhams. Mais si euh, sur une période, l'inflation, elle est ne serait-ce que de 3%, c'est-à-dire l'IPC, il augmente chaque année de 3%, ben imaginez-vous, chaque année, vous perdez 3% sur ces 5 000. Vous avez toujours 5 000, ça c'est une valeur nominale. Vous les recevez chaque année, chaque mois, vous les recevez sur votre compte. D'accord? Ça ne change rien, 5 000 dirhams. Mais par contre, ce que vous pouvez acheter avec 5 000 dirhams, ben, ça va baisser de 2% chaque année si vous avez un taux d'inflation de 2%. Alors, si vous avez un taux de 10%, ça veut dire chaque année, vous perdez 10%. Et au bout d'un certain temps, imaginez-vous, sur 10 ans, vous risquez de perdre 100%. Si l'inflation est de 10%, chaque année 10%, 10%, 10%, votre revenu ne bouge pas. Hein. S'il ne bouge pas pendant 10 ans, ça veut dire avec 5 000 dirhams, vous ne pouvez rien acheter. D'accord? Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et donc, en tout cas, non seulement parce que ça appauvrit, mais donc l'appauvrissement peut avoir aussi d'autres conséquences sur le plan social. Parce que les gens, ils vont pas juste
attendre comme ça et donc sans rien faire. Donc s'ils ont donc le revenu baisse en pouvoir d'achat ou le pouvoir d'achat de leur revenu baisse de 10%, ben un jour ils vont commencer à oui donc manifester leur mécontentement, ils vont faire des grèves, ils vont faire des manifestations parce que donc les personnes ne souhaitent que son pouvoir d'achat et donc baisse et qu'ils s'appauvrissent dans le temps. D'accord? Donc c'est pour ça que, et l'autre élément, c'est important, c'est la répartition des revenus, on verra ça dans un instant, c'est que ça c'est la chose la plus importante, c'est que dans un pays, les revenus ils sont répartis d'une certaine façon. Donc vous avez, pour être très très simple, vous avez un PIB, c'est ce qu'on produit chaque année, et ce PIB, bien sûr, c'est les revenus qu'on crée dans le pays. Donc, les revenus, la somme des revenus qu'on crée dans un pays nous donne le PIB. Et donc, la manière dont ce PIB est réparti, c'est ce qu'on appelle la répartition des revenus, eh bien, elle peut être modifiée avec l'inflation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir toujours plus avec l'inflation, parce qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus malins, ils sont dans un secteur où ils peuvent chaque fois augmenter leur prix et donc augmenter leurs revenus. Par contre, il y a d'autres qui ne peuvent, ils n'ont aucun pouvoir, ils vont juste subir l'inflation et donc leur part dans le gâteau qu'on va produire chaque année, c'est-à-dire le PIB, eh bien leur part, elle va baisser. Et ça, c'est très, très mauvais pour la stabilité d'un pays de manière générale, pour la paix sociale. C'est pour ça qu'on essaye chaque fois, bien sûr, de maîtriser l'inflation pour qu'elle n'ait pas des conséquences négatives sur la répartition des revenus. D'accord? Alors, parmi ces effets, on peut citer, d'abord, il y a les gagnants. Il y a ceux qui gagnent, les gagnants, d'accord? Il y a des gagnants. Il y a toujours des gens qui peuvent gagner, qui profitent de l'inflation. Alors en général, ceux qui gagnent de l'inflation, donc on va dire ici, tous ceux qui peuvent répercuter, la hausse des prix sur les autres, d'accord? Alors, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui va dire, OK, il y a de l'inflation, moi, je ne vais pas payer cette inflation, c'est un autre qui va la payer. Je ne sais pas, vous êtes une entreprise, vous voyez que vos coûts augmentent, d'accord? Eh bien, on l'a dit ça donc la fois dernière, si je ne me trompe pas, ben, vous allez dire, ben, moi, mes coûts, ils ont augmenté de 5%, c'est le consommateur final qui paie 5%. Parce que moi, je ne veux pas perdre ma marge. D'accord? Aujourd'hui, au Maroc, par exemple, on parle d'une hausse de beaucoup de produits. L'huile, par exemple, surtout, enfin, donc, en tout cas, l'huile, donc, si j'ai bien, je suis un petit peu à l'actualité, donc, d'autres produits, bien sûr, notamment la farine qui augmente, enfin, le prix de la farine qui augmente. Et donc, finalement, tous ceux qui produisent, bien sûr, ces produits-là, donc, l'huile, parce que donc les graines de tournesol, le soja, donc sur le plan international, le prix du soja sur le plan international a augmenté. Et puisque le soja est une matière première qui nous permet de j'ai pas compris, mademoiselle Khawla. Donc, vous me dites tableau avec des points d'interrogation. J'ai pas compris. Quand vous posez des questions, ben, il faut aller jusqu'au bout. Donc, vous me dites quel est le problème. Vous ne voyez pas mon tableau? Ouais, ok. Ok, ok, ok. Vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez le... Oui, non, vous voyez pas le tableau Word, vous le voyez pas? Monsieur, le Ouais, bon. tableau en couleur noire. Ah, ouais. Je peux pas faire autre chose. Donc, non, c'est bon, c'est bon. Je ne peux rien faire parce que là, c'est un problème technique, hein, donc j'arrive pas à partager mon écran. Je suis désolé, mais des fois, c'est des...
c'est les risques de la technique. Alors, je vais essayer de voir. Ça, vous le voyez? Vous voyez ce tableau là? Donc, où il y a exemple inflation et créancier. Non, monsieur, jusqu'à maintenant. Vous voyez rien du tout. D'accord, ok. Je vais essayer de sortir encore, enfin, je vais essayer d'arrêter de partager. Et oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a غير خلي واحد يجاوب. Ça fait trop, voilà, c'est stressant. Donc, 20 personnes qui me disent non, 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 non. Quand je vois un non, c'est bon. Alors, ok, on va essayer de voir ça autrefois. Donc, le tableau où il y a créancier, vous ne voyez pas non plus, hein. Non, ok. Bon, je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est donc le hasard de la technique. Je suis désolé, mais j'essaye de. Vous voyez maintenant? Non, monsieur, jusqu'à maintenant. Non, non plus. Ouais, je suis désolé. Pas de souci, monsieur, on va prendre des prises de notes. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Alors, donc je vais essayer de répéter. Je ne sais même pas où j'étais. Euh, alors, on était en train d'expliquer donc les gagnants et les perdants de l'inflation. Et pour cela, alors je vais essayer une autre tentative. Non, ouais, bon, ça va être un peu difficile. Ok. Ok. Donc, alors, par rapport aux gagnants, donc on a dit qu'il y a l'inflation, donc elle fait des gagnants, elle fait des perdants. Donc, en fait, ça, c'est les effets de l'inflation. Donc, il y a ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Je prends les gagnants. Donc, les gagnants, j'ai expliqué, j'ai dit que quelqu'un, par exemple, qui a cette possibilité de répercuter la hausse des prix sur les autres, d'accord, ben, ils sont gagnants. En général, les entreprises elles sont gagnantes. D'accord? Chaque fois que les prix de leurs produits, par exemple des matières premières augmentent ou bien les salaires augmentent, ben, ils vont dire, nous, on ne veut pas baisser nos marges, mais c'est le consommateur final qui paye. Donc, dans ce cas-là, ils sont gagnants s'ils ont cette possibilité de répercuter sur les autres. D'accord? Alors, on a un autre gagnant dans les, comment dirais-je, dans les, donc, de l'inflation, c'est les créanciers.
Les créanciers, c'est les gens qui s'endettent. Les débiteurs, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Un débiteur. Alors, un débiteur, donc celui qui s'endette, en général, il est gagnant de l'inflation. Et dans le monde dans lequel on vit, en fait, il y a des agents économiques qui vivent grâce à la dette. D'accord? Et parmi lesquels on trouve l'État. L'État, dans tous les pays du monde, il est très endetté. Donc, c'est un agent économique qui vit toujours au-dessus de ses moyens. Et donc, sans exception. Donc, je ne parle pas seulement de l'État marocain, mais vous prenez même les plus grands pays du monde, ils sont très endettés. Les pays, enfin, du pays, je prends les États, je ne prends pas les entreprises, etc. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais les États, ils ont toujours des budgets avec des dépenses qui excèdent leurs recettes. Donc, ça, c'est des choses qu'on verra peut-être pour ceux qui vont faire le cours de finances publiques avec moi le semestre prochain. Donc, on va voir ça en détail. Mais juste pour les besoins de ce cours, on peut dire la chose suivante. Vous avez un État, par exemple, donc on va prendre un petit exemple. Un État qui emprunte 100, supposons qu'il va emprunter 100 dirhams. D'accord, il va aller sur les marchés, et il va demander aux gens, prêtez-moi 100 dirhams. Ça, c'est l'État, 100 dirhams. Et supposons que ces 100 dirhams, ils vont être remboursés en 10 ans. Ça veut dire que chaque année, il va rembourser 10. Il va rembourser 10 dirhams. D'accord? Donc, sur 10 années, il va rembourser son capital, le capital. Le capital qui est de 100. Alors, maintenant, cette dette, bien sûr, elle coûte. Donc, il ne faut pas juste emprunter, il faut rembourser, il faut payer des intérêts. Alors, supposons que l'État, il a emprunté il a emprunté les 100 dirhams à rembourser en 10 ans avec un taux d'intérêt de 2%. D'accord? Donc, ça veut dire que l'État en tout, il doit payer 102, si vous voulez. Donc, on va dire 100 multiplié par 2%, ça fait 102. D'accord? Alors maintenant, donc c'est 102, bien sûr, à partager sur la période, et ça vous fait ce qu'on appelle un service de la dette, qui est les intérêts plus le remboursement du capital, bien ce qu'on appelle l'amortissement financier, qui est de 10 dirhams plus la part des intérêts. Ça fait un service de la dette de je ne sais pas combien, ça va être peut-être de 10, quelque chose chaque année. Alors, supposons que chaque année, il doit rembourser quelque chose comme avec les intérêts, il va rembourser 11 dirhams. Alors maintenant, les 11 dirhams, c'est toujours 11 dirhams. Chaque année, il va payer 11 dirhams. Donc jusqu'à remboursement de la totalité des 100 plus les intérêts. D'accord? C'est toujours la même chose. On va dire 11 chaque année, donc sur une période de 10 ans. Mais la chose qui est importante, c'est que les recettes de cet État, c'est-à-dire les impôts, pour être plus précis, alors les recettes de l'État, pendant les périodes d'inflation, ils vont augmenter. D'accord? Ils vont augmenter. Pourquoi? Parce que en période d'inflation, les revenus des gens, les prix augmentent. Ça, c'est l'inflation. On a dit que les prix, de toutes les façons, ils vont augmenter. Si les prix augmentent, la taxe sur les produits augmente. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez une TVA de 20%, TVA de 20% sur 10 dirhams, ce n'est pas une TVA de 20% sur 15 dirhams. Donc la TVA, par la force des choses, la recette de la TVA va augmenter. Et donc, en fait, les recettes de l'État, les taxes que l'État va encaisser, vont augmenter avec les prix, avec la hausse des prix.
Autre élément, toujours par rapport aux recettes de l'État, il y a les impôts sur les revenus. Les impôts sur les revenus. Si on est dans un pays où chaque fois qu'il y a inflation, il y a aussi augmentation des revenus, donc les impôts, ils vont porter sur des revenus plus importants. Par exemple, on va dire quelqu'un qui gagne 15 dirhams, par exemple, 15 000 dirhams, pardon, il paye 39% d'impôts sur le revenu, d'accord? Mais si maintenant cette personne gagne 17 000 dirhams à cause de l'inflation, parce qu'il va demander une hausse de salaire, il va dire à son patron, ben, moi je veux une augmentation de salaire parce que les prix, tout augmente, et bien mon revenu doit augmenter. Donc on passe d'un revenu de 15 000 à 17 000 dirhams pour un taux de 39% toujours, parce que le taux restera toujours le même, eh bien il y aura plus d'impôts sur le revenu dans les caisses de l'État. Et donc ça, c'est très très important à connaître. Donc à comprendre dans l'inflation, c'est que d'un côté, votre dépense, l'État, quand il rembourse sa dette, et la dette est une dépense de l'État, d'accord? Eh bien, elle va payer toujours la même chose, mais du côté des recettes de l'État, eh bien, l'État, il va devenir plus riche. Donc ça, les économistes, ce qu'ils appellent une progression à froid, la progression à froid, donc le terme de progression à froid, qui signifie tout simplement que les recettes de l'État augmentent en période d'inflation. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, l'État est gagnant. Parce que d'un côté, il va payer la même chose, d'accord? Alors que ses recettes, elles sont plus importantes. Donc, en fait, le poids de la dette et de son remboursement par rapport aux revenus sera de moins en moins lourd. Parce que, regardez, si par exemple, l'État, il paye 11, on l'a dit, pour sa dette, et en même temps, sa recette a augmenté. Au départ, par exemple, au début, cette recette, elle était de 20, et donc 11 sur 20, vous calculez le pourcentage, donc ça vous fait quelque chose comme 48% à peu près. Mais maintenant, si vous payez toujours les 11, mais avec un revenu qui est de 30, parce qu'il est passé de 20 à 30, parce que les recettes de l'État se sont améliorées, eh bien 11 sur 30, ça vous fera quelque chose comme 30%. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en période d'inflation, le créancier, le débiteur, il est toujours gagnant. Pourquoi? Parce que le poids de la dette, il pèse moins lourdement en période d'inflation. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez une dette quand vous la remboursez, c'est toujours la même somme, donc c'est toujours l'amortissement est toujours le même, l'intérêt que vous payez est toujours le même, sauf si vous avez un intérêt variable. Donc bien sûr, ça change un petit peu tous les calculs. Mais si vous avez la même somme à rembourser chaque année, mais en même temps votre revenu s'améliore à cause de l'inflation, eh bien le poids de la dette, il est moins lourd. Vous le ressentez moins. Et donc vous êtes gagnant de l'inflation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les États endettés dans le monde, ils disent on veut l'inflation. C'est comme par hasard. Donc, moi, depuis 2 ans, j'entends des grands patrons de banques centrales à travers le monde, donc des dirigeants de certains pays, ils disent on est trop endetté, on a trop de dettes et on aimerait bien qu'il y ait de l'inflation. Parce que l'inflation, de toute façon, elle va avoir cet effet de progression à froid dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que par la force des choses, les recettes, elles vont gonfler. C'est pas les recettes fiscales, on parle en d'État, c'est pas le taux qui a changé, c'est pas le taux donc d'imposition qui a changé. On a toujours 20% de TVA, on a toujours 39% de TVA, mais par contre ces taux ils portent sur des sommes plus importantes. Donc ça permet à l'État d'avoir plus de recettes et ça permet aussi d'alléger un peu le poids de la dette par rapport à vos revenus. Donc ça c'est un élément qui est très important. Alors maintenant si on prend un autre exemple, toujours par rapport à des débiteurs. On prend juste un monsieur X qui a emprunté de l'argent pour, euh, pour s'acheter une maison. Il a acheté une maison. Supposons que cette personne, elle gagne un revenu de, allez, on va prendre quelqu'un qui gagne bien sa vie, il gagne 20 000 dirhams par mois. 20 000 dirhams par mois.
et que cette maison, elle va lui coûter chaque mois 6 000 dirhams, avec intérêt et tout. 6 000 dirhams, donc intérêt et amortissement. Alors, chaque année, il paie 6 000 dirhams. D'accord? Mais supposons qu'on est dans un pays où il y a un taux d'inflation de 2%. D'accord? 2% pour un revenu de 20 000. Donc, en fait, si on essaye de considérer que ce monsieur ou cette dame qui gagne 20 000 dirhams avec une inflation de 2%, elle va demander une hausse de revenu de 2%. Parce qu'elle veut juste que son pouvoir d'achat reste le même. Ils vont dire à leur patron, à travers leur syndicat, qu'on veut que le revenu augmente au moins de 2%. Donc cette personne-là, elle va voir son revenu passer de 20 000 plus les 2%, ça lui fait un revenu de 20 400 dirhams. Donc elle a gagné 400 dirhams de plus juste pour compenser les 2% d'inflation. D'accord? Donc cette personne-là, elle a 20 400, donc vous pouvez faire le calcul, donc vous allez dire 20 000 au départ, plus 2% fois 20 000, ça vous fait 20 400. Donc maintenant, elle gagne 20 400. Maintenant, si on compare ce revenu par rapport à ce que cette personne paye, elle paye toujours 6 000 dirhams de traite pour la maison. Toujours. Alors 6 000 rapporté à 20 000, ben, ça vous fait un pourcentage, je ne sais pas, ça tournera autour de 29% à peu près. C'est-à-dire que ça représente 29%. Mais maintenant, les 6 000 dirhams rapportés à 20 400, d'accord, eh bien, ça représentera 25% seulement. Donc, encore une fois, cette personne, ce débiteur, cette personne endettée, elle gagne de l'inflation. Elle gagne de l'inflation parce que d'un côté, son revenu a augmenté pour suivre un peu le taux d'inflation. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais la dette, elle gardera toujours le même niveau. Et donc, elle pèsera moins lourd sur le revenu. Et donc, finalement, cette personne, elle est gagnante dans l'histoire parce qu'elle n'est pas plus pauvre. Pourquoi? Parce que cette dette, justement, rapportée à son revenu ou à son nouveau revenu, elle a tendance à baisser. Elle a tendance à baisser. Donc, plus il y a de l'inflation et plus la dette, justement, que vous remboursez, elle va représenter un poids moins élevé. Et donc ça vous permet d'être un gagnant. Maintenant, toujours, mais cette fois-ci par rapport aux perdants de l'inflation, les perdants de l'inflation. Alors, les perdants de l'inflation, ils sont plusieurs. Hein. Donc, on commence d'abord par les personnes qui sont à la retraite, les retraités. Les retraités dans tous les pays du monde sont les plus grands perdants de l'inflation. Pourquoi? Parce que le revenu, leur rente, les pensions qu'ils reçoivent, ils n'évoluent pas en fonction du taux d'inflation. Dans certains pays, il y a des lois qui obligent, par exemple, les caisses de retraite à augmenter les pensions des retraités, c'est-à-dire les rentes des retraités, chaque année en suivant l'inflation. Donc, il y a ce qu'on appelle une indexation. Mais dans d'autres pays, ça n'existe pas. Donc, si vous prenez un pays comme le Maroc et vous demandez si vous avez des parents qui sont à la retraite, ben leur retraite, elle ne bouge pas. Peut-être elles vont bouger chaque 10 ans à peu près, mais imaginez-vous, si vous attendez 10 ans pour compenser 2% d'inflation chaque année, ça veut dire que cette personne, au bout de 10 ans, elle a perdu 20% de son pouvoir d'achat. Donc, les retraités, c'est les plus grands perdants de l'inflation. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les pensions des retraités, c'est-à-dire les revenus de transfert qu'ils reçoivent, leur retraite, tout simplement, elle ne suit pas le taux d'inflation. Alors, vous avez encore d'autres perdants. Les autres perdants, c'est les salariés qui ne sont pas syndiqués. Parce que tout à l'heure, je vous disais, quelqu'un, il gagne tant, et puis son revenu, il augmente en fonction de l'inflation. C'est ce qu'on appelle une indexation. Une indexation. L'indexation, ça veut dire le revenu, il suit l'évolution des prix. Le revenu augmente avec l'inflation. Mais si vous êtes un salarié qui n'est pas syndiqué, vous n'avez personne qui va vous défendre. Vous n'avez pas de syndicat. Vous êtes dans un secteur où il n'y a pas de syndicat. Ou si vous êtes un salarié donc dans un secteur informel, donc un secteur
pas organisé, il n'y a pas de loi, le patron il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire il vous donne un revenu, enfin un salaire, et si vous n'êtes pas content, ben, il vous met dehors. Donc il vous dit, voilà, donc moi je peux me passer de vous parce que je peux vous remplacer par d'autres personnes qui sont à la recherche d'un emploi. D'accord? Tous les travailleurs précarisés, donc tous ceux qui travaillent à la journée, donc des gens, je ne sais pas, dans le domaine, des fois au Maroc, dans le domaine de la construction, vous avez ces ouvriers de la construction, etc., donc ils sont déjà dans un secteur qui n'est pas organisé, et en général, eux, c'est des grands perdants de l'inflation parce que leur revenu, leur salaire, ben, ils ne suivent pas l'évolution des prix et ils n'ont aucune capacité à répercuter cette hausse sur les autres. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas organisé, ou vous êtes dans un secteur mal organisé ou non organisé, ou vous êtes précarisé, et si vous ne pouvez pas répercuter votre hausse sur les autres, la hausse des prix sur les autres, eh bien vous êtes un perdant de l'inflation. D'accord? Donc ça, c'est des éléments qui me semblent donc importants. Alors maintenant, par rapport à toujours, mais cette fois-ci, c'est par rapport au coût donc de l'inflation. Je vais juste essayer de voir si je peux récupérer mon document. J'ai pas vu votre question, mademoiselle ou monsieur. Alors attendez, je vais juste. Ah, euh, quel est le meilleur taux d'inflation pour un pays? Ça n'existe pas. Il y a pas un meilleur taux. En fait, ça, c'est une très très bonne question, mais c'est une question à laquelle donc personne donc ne peut te répondre. On a juste défini un peu partout dans le monde que une hausse des prix de 2% et moins, elle est bonne. D'accord? Aujourd'hui, dans certains pays, je ne sais pas, je prends par exemple les pays de la zone euro et le Maroc, il s'inspire un petit peu donc de tous ces critères qui sont en vigueur dans les pays de l'Union, enfin dans les pays de la zone euro, pas des pays de l'Union européenne. Et les pays de la zone euro, ils définissent la stabilité des prix à 2%, un taux d'inflation de 2% ou moins. C'est-à-dire, pour eux, un taux d'inflation qui tourne autour de 2% est un bon taux d'inflation. D'accord? Au-delà, ça devient dangereux. On dit qu'il y a de l'inflation et là, les gouvernements, ils doivent faire quelque chose pour ramener toujours le taux à 2 ou moins de 2. Mais un taux, quand je dis 2%, jusqu'à 0%, autrement dit, un beau taux d'inflation, il varie entre 0% et 2%. 0%, pas d'inflation, ça c'est l'idéal, bien sûr, même si des fois, c'est pas toujours bon, parce que si vous avez une inflation de 0%, ça veut dire que l'économie ne bouge pas. Parce que c'est ça en fait, parce que ça sert à quoi? Vous dites aux gens, les prix n'augmentent pas, mais il n'y a rien qui se passe dans l'économie. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de crédit. Donc les gens qui ne peuvent pas justement vivre avec leurs revenus, donc ils ne peuvent pas avoir donc des crédits. Donc en fait, un 0% n'est pas toujours bon non plus, parce que ça montre qu'il n'y a pas d'activité, ça ne bouge pas. Mais de manière générale, un beau taux d'inflation dans certaines zones monétaire, notamment dans la zone euro, au Maroc, c'est un taux qui est compris entre 0 et 2%. Au-delà de 2%, on va dire l'inflation, elle est importante. Donc, dans ce cas-là, il faut faire quelque chose pour la ramener à l'intérieur de la marge de 0 à 2%. Mais si on est en dessous de 0%, c'est mauvais, c'est très mauvais. Ça veut dire que l'économie, elle est en récession, voire même l'économie, elle est en dépression. Et donc, dans ce cas-là, on va tomber dans l'autre revers de la médaille, donc à savoir donc la déflation. D'accord? Donc, en fait, l'idéal, c'est de ne pas avoir de l'inflation, c'est-à-dire un taux d'inflation en général qui dépasse le taux de stabilité, c'est-à-dire qui dépasse 2%, mais ne pas avoir de la déflation, parce que la déflation, elle est mauvaise aussi. Quand les prix chutent, ça veut dire que les entreprises ne font pas de bonnes affaires, que l'activité économique, elle stagne, d'accord? Et il y aura du chômage, etc., etc. Donc, en fait, l'économie ne serait pas meilleure, d'accord? Et donc, c'est pour ça que on est resté dans cette tranche. Donc, aucun pays au monde, bien sûr, ne peut pas. Donc les 0%, c'est presque impossible des fois
parce que des fois, l'inflation, elle peut s'expliquer par des facteurs externes, les prix des matières premières qui augmentent, et même si vous avez la meilleure politique monétaire qui lutte contre l'inflation, etc., ben vous pouvez être dépassé pendant un certain temps, parce que l'inflation, elle vient d'ailleurs. D'accord? Donc, c'est pour ça que 0%, c'est presque impossible. Mais n'empêche que un bon taux, c'est une 0, entre 0 et 2%. Au-delà de 2%, l'inflation, elle devient dangereuse. Dans ce cas-là, les pouvoirs publics, notamment à travers leur banque centrale, doivent intervenir pour lutter contre cette inflation et la ramener à ce taux de stabilité qu'on appelle la stabilité. Et en de 0%, eh bien l'inflation, enfin la déflation, elle est dangereuse aussi. Donc elle est aussi dangereuse que l'inflation. L'inflation, comme on a dit, elle va influencer les revenus, le pouvoir d'achat, etc. Mais la déflation, elle est pire aussi. La déflation, c'est le chômage, c'est la perte de revenus, c'est la misère, c'est la précarisation, etc., etc. D'accord? Alors maintenant, juste par rapport à... Oui, alors voilà, la désinflation. Alors la désinflation, en fait, c'est une politique de l'État. À ne pas confondre. Donc en fait, on a l'inflation, c'est, on a dit, quand on dépasse la stabilité, quand on dépasse 2%, on est en inflation, même si elle est rampante, déclarée ou je ne sais pas quoi, d'accord? À moins de 0%, j'ai dit, c'est de la déflation. Maintenant, il y a la désinflation. La désinflation, c'est une politique de l'État, notamment des banques centrales, qui consiste à réduire le taux d'inflation. C'est ça ce qu'on appelle la désinflation. La désinflation, c'est le fait de dire, je ne sais pas, j'ai aujourd'hui une inflation de 11% et je vais la réduire pour aller vers 2%. Ça, c'est ce qu'on appelle une désinflation. D'accord? La désinflation, en fait, est le résultat d'une politique de l'État, une politique monétaire qui consiste à réduire le taux d'inflation. D'accord? Alors, ça, c'est quelque chose énormément dans les années surtout donc dans les pays de l'Union européenne, dans les années 90 par là autour, donc du siècle dernier, beaucoup de pays, notamment la France, hein, donc ça c'est un peu, si vous voulez, donc plus ou moins, donc le modèle, donc de la caricature en fait donc de la zone euro, c'est que dans les années 90, les Européens, donc peut-être vous connaissez un petit peu l'histoire, ils avaient décidé d'introduire une monnaie unique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'euro. Donc ça, c'était un peu donc les traités de donc oui, oui, je réponds. Hein, donc Keïta, Monsieur Keïta, je vais répondre à la déflation. D'accord. Donc je vous explique juste la désinflation. Donc la désinflation, donc en fait, on avait dans les années 90, on a dit pour le cas donc européen, donc pour le cas surtout le cas français, ben la France, euh, elle avait un taux d'inflation qui était très élevé, d'accord. Et ça, c'était une mauvaise chose en fait pour le pays qui perdait un peu de sa compétitivité par rapport à d'autres pays européens, notamment par rapport à l'Allemagne. Donc l'Allemagne, elle a toujours été un peu la locomotive de l'Europe et la locomotive de la zone euro et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et les Allemands, depuis toujours, ils ont toujours eu une monnaie très forte, donc avant l'euro, bien sûr, et surtout, ils avaient le taux d'inflation le plus faible en Europe parce qu'ils avaient une politique restrictive en matière monétaire, on maîtrisait un peu l'évolution des prix. Ça, je parle avant donc la création de la zone euro à partir de 99. Et les Français, ils ont voulu faire un peu comme les Allemands. Ils ont parlé à l'époque d'une désinflation compétitive. C'est-à-dire, ils ont dit, on va lutter contre l'inflation. Ceci va se traduire, je ne vais pas rentrer dans ces complications, par une appréciation de la monnaie du pays, parce qu'en général, quand vous maîtrisez votre inflation et vous la réduisez, eh bien, votre monnaie, elle gagne en valeur par rapport à d'autres monnaies. Donc, ça, il y a des théories qui expliquent ça. Ça, c'est des choses que vous verrez donc le semestre 6 donc, dans un cours de finance et d'économie internationale. Et on a, justement pour revenir aux Français, c'est qu'ils ont dit on maîtriser l'inflation, la réduire, parce qu'elle était à 2 chiffres et on voulait faire comme les Allemands, réduire un peu les écarts d'inflation, étant donné que la lutte contre l'inflation, enfin donc la désinflation
donc elle va apprécier de toute façon dans le temps la valeur de la monnaie du pays par rapport à d'autres monnaies. Donc, en fait, le taux de change du pays, le taux de change de la monnaie du pays va s'apprécier. Ils ont dit, eh bien, ça va probablement influencer négativement nos exportations parce que notre monnaie, elle va coûter plus cher, donc ce qui fait qu'on va peut-être exporter moins, mais on va compenser ça par ce qu'on appelle des gains de productivité. Autrement dit, les Français, ils ont voulu tout simplement dire que on va maîtriser l'inflation, donc de manière à ce que et la conséquence, c'est que notre monnaie va s'apprécier, et cette appréciation de monnaie, en fait, elle ne doit pas nous poser beaucoup de problèmes si on développe des secteurs économiques qui vont exporter leurs produits à l'étranger, et que ces produits vendus à l'étranger ne dépendent pas du prix, ne dépendent pas essentiellement du prix. D'accord. Je ne sais pas, les Allemands, par exemple, à l'époque, ils avaient la monnaie la plus chère au monde, le Deutschmark. C'était la monnaie, l'une des monnaies les plus chères au monde. Et donc, c'est une monnaie qui n'arrêtait pas de gagner de la valeur par rapport à d'autres monnaies. Mais les Allemands étaient l'un des pays les plus exportateurs du monde. Les Allemands vendaient énormément à l'étranger, même si leur monnaie était trop forte. Parce qu'il y avait une politique de maîtrise de l'inflation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les Allemands, les produits allemands ne dépendent pas forcément du prix. Leur élasticité ou l'élasticité de la demande de ces produits à l'échelle internationale, le prix, elle est faible. Les Allemands, ils vendent de la qualité. Les Allemands, ils vendent, vous avez vu un peu les voitures allemandes. Les voitures allemandes, elles coûtent cher, mais les gens les achètent. Parce qu'il y a une technologie donc, de pointe déjà dans ces voitures, dans ces produits, et il y a la qualité, il y a le service après-vente, etc., etc. Et donc, la désinflation de manière générale, donc c'est une politique qui consiste à réduire le taux d'inflation, même si cela se traduira par une hausse du cours de change donc de la monnaie du pays, ben le pays, il va tout simplement, il sera gagnant, si vous voulez, mais à condition qu'il change un petit peu les structures de sa production. C'est-à-dire que si, par exemple, on fait ça au Maroc, ben, ça ne donnera pas les bons résultats. C'est-à-dire une désinflation. OK, bien, donc c'est une bonne chose. Le dirham va s'apprécier, mais il y aura un gros problème pour nos exportations. Parce que nos exportations, ce sont des exportations qui dépendent du prix. Quand vous vendez des tomates, quand vous vendez des pamplemousses, quand vous vendez des oranges ou des mandarines, quand vous vendez des produits agricoles de manière générale ou des produits industriels à très faible valeur ajoutée, eh bien, vous allez souffrir de la désinflation parce qu'en fait, vous maîtrisez les prix, peut-être votre monnaie, elle va s'apprécier et ça, c'est pas très bon pour vos exportations parce que vos exportations, ils dépendent essentiellement de leur prix, ce qu'on appelle une élasticité prix de la demande étrangère qui est très très forte, ce qui n'est pas le cas pour un pays comme l'Allemagne. Et la France n'a pas gagné. La France n'a pas eu les résultats escomptés. Parce que d'un côté, il procédait à une désinflation qui est une bonne chose, donc ramener un taux d'inflation à un niveau correct, d'accord. Le franc s'est apprécié, mais les exportations françaises, ils ont baissé parce qu'ils n'ont pas changé de nature. Les Français sont restés avec les mêmes produits. Les Français exportent beaucoup de produits agricoles, par exemple, ils produisent du blé, ils exportent du blé, ils exportent des produits alimentaires un peu partout dans le monde. Et ces produits-là, justement, ils ont vu leur prix augmenter sur le plan international, tout simplement parce que le franc s'est apprécié. D'accord? Il s'est apprécié, mais il n'a pas conduit à un changement des structures productives du pays pour aller vers des produits qui ne dépendent pas forcément, dont les ventes à l'étranger ne dépendent pas forcément de leur prix. D'accord. Alors maintenant, par rapport à la déflation, ben, la déflation, oui, la déflation, c'est aussi une politique. La désinflation consiste à réduire le taux d'inflation, d'accord. La déflation, c'est une politique économique qui consiste à agir sur les principales composantes de la demande. D'accord. C'est-à-dire que dans un pays où il y a inflation, eh bien, si l'inflation, elle s'explique si l'inflation est une inflation par la demande, d'accord, comme on avait expliqué la semaine dernière, ça veut dire l'inflation, elle s'explique peut-être par la consommation des ménages qui augmente. L'inflation, elle s'explique par
les investissements des entreprises qui augmentent, l'inflation qui s'explique par exemple par les dépenses de l'État qui augmentent. Donc en fait, on peut avoir une inflation par la demande. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais dit l'inflation par la demande, c'est lorsque la demande globale est supérieure par rapport à l'offre globale, c'est-à-dire par rapport au PIB. Dans ce cas-là, on peut procéder par la déflation, c'est-à-dire on va tout simplement agir sur les composants de la demande pour lutter contre l'inflation par la demande. Mais la déflation, peut-être, elle ne donnera pas les bons résultats en matière de lutte contre l'inflation si l'inflation elle est due au coût. Elle ne donnera pas de bons résultats si elle est due aux structures du marché. Ça ne changera rien du tout. Parce que ça, le fait de dire je suis dans un pays où il n'y a que des monopoles, des oligopoles, etc., et c'est eux qui sont responsables de l'inflation, mais la déflation, qu'est-ce qu'elle va te faire, qu'elle va te rapporter? Pas grand-chose. La déflation, dans ces cas-là, elle va juste appauvrir les gens. On va dire, on va faire en sorte à ce que la consommation n'augmente pas. Donc, dans ce cas-là, on va rendre le coût du crédit plus cher, on ne va pas augmenter les salaires, ou bien on va carrément baisser les salaires. Vous savez, dans certains pays, je sais pas, je prends le cas de la Grèce, il y a une dizaine d'années en arrière, ils étaient confrontés à un problème d'inflation, il y avait des dépenses qui augmentaient partout. Eh bien, qu'est-ce qu'avait fait à l'époque le gouvernement, le gouvernement grec? Il a baissé les revenus des gens. Ils ont dit, je ne sais pas, tous ceux qui travaillent pour l'État, eh ils ont vu leurs revenus baisser de 50%. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était juste extraordinaire, parce que on disait les fonctionnaires, c'est normal, parce que c'est l'État qui paye ces gens-là. Eh bien, un fonctionnaire, par exemple, un enseignant qui gagnait, je ne sais pas, 1200 euros à l'époque, ben à un moment donné, il avait 600 euros. Tout simplement parce qu'on était dans une politique de déflation, c'est-à-dire on réduisait les revenus, comme ça, on va réduire la consommation. L'État, c'est facile, donc pour qu'il réduise ses dépenses. L'État, il va dire, OK, j'ai prévu cette année de dépenser 100, ben je vais dépenser 20. C'est facile, on va dire, on va plus faire d'investissement, on va plus recruter de nouvelles personnes dans la fonction publique, l'État va arrêter pratiquement tous ses projets d'investissement, etc., etc. Et donc finalement, il peut baisser ses dépenses. D'accord. Et pour l'entreprise, ben, c'est la même chose. On va dire à l'État, aux entreprises, ben, on veut maîtriser la dépense, mais on ne va pas agir directement sur les investissements des entreprises. On va rendre le financement plus cher. On va dire aux entreprises, ben, les taux d'intérêt que vous utilisez ou dont vous profitez aujourd'hui, qui sont de 5, ben, ils vont passer à 20%. Et si l'entreprise se finance ou finance ses investissements par le crédit bancaire, eh bien, elle va renoncer à ses investissements. Ça, c'est la déflation. La déflation, en fait, euh, comme politique de l'État, pour lutter contre l'inflation, comme tu l'as très bien dit, ça rentre dans la lutte contre l'inflation pour certains types d'inflation, notamment l'inflation par la demande. D'accord. Mais si l'inflation elle est due à d'autres facteurs, on ne peut pas faire grand-chose. On va juste dire que, je ne sais pas, l'inflation elle est due à l'augmentation du prix du pétrole. Alors, en quoi la déflation elle peut t'aider à lutter contre cette hausse des coûts? Pas grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. L'inflation, elle est due à des structures de marché non concurrentielles. Pas grand-chose. Anticipation des agents économiques. Pas grand-chose. D'accord. Mais par contre, la déflation comme moyen de lutte contre l'inflation peut donner des résultats, c'est-à-dire peut lutter contre l'inflation dans le cas où l'inflation est une inflation par la demande. D'accord. Voilà. Alors après, on a juste pour les coûts de l'inflation, on va juste je vais essayer parce que là, je suis un petit peu. Non, on voit rien du tout. Oui, bon. Alors, on va essayer de, quand même, puisque vous avez le polycopier, vous avez votre polycopier, donc je vais essayer de, pour ceux qui l'ont, hein, donc sinon je vais le partager peut-être avec vous, comme on a fait la semaine dernière, juste pour savoir un peu les idées que vous avez déjà sur votre, c'est le résumé de cours hein, que vous avez depuis le début de l'année. On va essayer de justement voir un peu les idées que je n'ai pas encore traitées avec vous. Voilà.
Alors, on a ici, tac. Vous voyez l'écran maintenant? Non? Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, merci, super. Bah, au moins, il y a ça, hein. Alors, on a ça comme ça. Alors, donc, je reviens donc à ce petit résumé du cours, juste pour voir un peu les choses que vous devez connaître avant d'aborder la fois prochaine, donc la politique monétaire. Je vais vous prendre 5-6 minutes, hein, donc, parce qu'on a eu quelques petites perturbations, juste pour vous donner votre cours correctement. Alors, ça, on l'a fait, hein, donc l'inflation, la définition, comment on la mesure, donc l'IPC, bah. Après, on a pourquoi l'inflation, on l'aime pas. Donc, on a dit que l'inflation, elle perturbe le système des prix. Le système d'information, c'est le système de prix. C'est ça, ce que j'avais expliqué la fois dernière. J'ai dit que l'inflation, c'est un parasite. L'inflation, elle parasite les prix, d'accord? Et en parasitant les prix ne peuvent plus jouer leur rôle dans l'économie, d'accord? Donc, les prix, normalement, ils doivent évoluer en fonction d'un certain nombre de facteurs un peu fondamentaux, notamment la rareté donc des biens, leur abondance, etc., etc. Mais les prix, des fois, ils vont juste parasiter. Donc l'inflation, pardon, elle va juste parasiter les prix. Et donc, dans ce cas-là, elle va perturber tout le système à partir duquel on va prendre des décisions. Donc, ce qu'on appelle le système d'information, grâce auquel les agents prennent leurs décisions. Donc, je ne sais pas si je vois que le prix d'un bien, il a augmenté, mais cette augmentation, peut-être, elle est due juste à une hausse des prix, à une inflation qui était importée ou je ne sais pas quoi, eh bien, je vais peut-être prendre la mauvaise décision. Je vais décider de ne pas acheter le produit, alors qu'il n'y a rien qui s'est passé au niveau réel. C'est-à-dire là, le produit, il est toujours produit, on le produit toujours dans les mêmes quantités, etc. Et donc, on va se trouver dans des situations où les entreprises, justement, ne pourront plus vendre leurs produits, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que donc le prix, il a envoyé un mauvais signal au consommateur, donc il a renoncé au produit, et les entreprises vont se trouver avec une surproduction et cette surproduction, elle peut se traduire par la suite par une baisse de l'activité dans le futur, parce qu'une entreprise qui se trouve avec une production qu'elle n'arrive pas à écouler, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire son rythme de production, parce qu'elle va se trouver avec des stocks très importants, d'accord? Et en réduisant son rythme de production, elle peut prendre de mauvaises décisions. Par exemple, elle va liquider du monde, enfin, donc elle va licencier son personnel, donc tout simplement parce que donc l'activité a été réduite. D'accord? C'est pour ça que ça, c'est l'un des effets les plus néfastes de l'inflation sur le fonctionnement du système économique dans son ensemble. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des effets, j'ai pris des agents les salariés, l'État, etc., etc. Mais là, on est en train de parler d'un phénomène macroéconomique, donc au niveau d'un système économique. Et l'inflation, en fait, elle perturbe les calculs. Et donc, si elle perturbe les calculs, les gens prendront des décisions, mais ils vont prendre de très mauvaises décisions. D'accord? Alors, même chose, donc les délais de paiement, ils deviennent un peu plus longs, donc c'est normal parce que ça coûte plus cher et donc les gens, ils ont du mal à faire leur paiement. Donc les entreprises qui empruntent, ou enfin les entreprises qui achètent, donc à d'autres, peut-être les paiements, ils vont prendre plus de temps. Euh, aggrave le déficit de l'État, d'accord? Alors, ça, c'est à relativiser par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est que si l'État doit dépenser plus pour une raison X ou Y, d'accord? Et que d'un autre côté, les recettes de l'État stagnent, ne bougent pas. Les recettes de l'État, donc vous avez bien sûr des recettes ordinaires, telles que les impôts, telles que les taxes,
Et puis vous avez donc des recettes qui sont dites extraordinaires, enfin recettes fiscales, non fiscales, recettes extraordinaires. Tout ça, c'est des détails pour l'instant, mais on va dire, supposons que c'est le cas. L'État, il garde le même niveau de dépenses, ou bien parce que les fonctionnaires demandent plus de hausses de salaire et donc les hausses de salaire signifient plus de dépenses de la part de l'État. D'accord? Normal, parce que les fonctionnaires sont les premiers à réclamer des hausses de salaire, donc, parce qu'ils sont bien organisés. La fonction publique, de manière générale, un peu partout dans le monde, elle est bien organisée et puis elle ne se laisse pas se faire. Hein. Donc, chaque fois que les prix augmentent, eh bien, ils vont demander des hausses de salaire. Donc, d'un côté, les dépenses de l'État augmentent et de l'autre côté, les recettes, supposons, hein, donc supposons, parce que ce n'est pas toujours évident, supposons que les recettes gardent le même niveau. Dans ce cas-là, les dépenses qui augmentent et les recettes de l'État stagnent, l'État va avoir un déficit. Il va avoir ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Cela sans compter avec ce qu'on appelle la progression à froid, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais juste peut-être mettre ça. Donc, on va juste mettre, c'est ça, c'est pas ça ce que je veux quelque chose comme ça. Donc, on va dire ici, attention, progression à froid. Alors, attendez. Voilà. Attention, progression à froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on a ici voilà. Attention, progression à froid, qui signifie tout simplement que cette aggravation du déficit n'aura pas lieu si les recettes de l'État gonflent à cause de l'inflation. On a dit ça tout à l'heure. On a dit que si les revenus augmentent, si les dépenses donc augmentent aussi donc en valeur, eh bien, les recettes de l'État vont augmenter. Quelqu'un qui gagne 20 000 et son revenu passe à 25 000, eh bien, il va payer, la recette de l'État donc sera plus importante. Donc, parce que 39% d'impôt sur 20 000, c'est pas 39% sur 25 000. Donc, en fait, s'il y a une progression à froid, il n'y aura pas de déficit budgétaire. D'accord? Mais si maintenant, il n'y a pas, justement, au niveau des revenus, donc il n'y a pas de revenus qui ont augmenté ou les revenus ont stagné, l'État va avoir les mêmes recettes, mais d'un autre côté, ces dépenses, elles ont augmenté parce que les fonctionnaires de l'État, ils sont très syndiqués, ils sont bien organisés. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde. Vous avez toujours des fonctionnaires qui sont bien organisés. En France, par exemple, donc ils sont tellement puissants, enfin les syndicats sont tellement puissants qu'ils ne se laissent pas faire. Chaque fois qu'ils sentent qu'il y a un risque de hausse des prix, ben, ils réclament des hausses de salaire. Et cette hausse de salaire va se traduire par plus de dépenses de l'État. Alors si de l'autre côté, pour ce qui est des revenus des autres travailleurs, notamment ceux qui dans le secteur privé, etc., n'augmentent pas, eh bien, il n'y aura pas plus d'augmentation des recettes et donc là, on va avoir donc un déficit. Mais sinon, s'il y a une progression à froid, c'est-à-dire que si tous les revenus augmentent, eh bien, l'État va avoir plus de recettes et dans ce cas-là, donc le déficit, peut-être, il ne va pas apparaître. Un autre facteur, c'est la course prix-salaire. D'accord? Alors, prix-salaire, et ça, je vais mettre, et ça, c'est très, très important, et je voudrais bien que vous reteniez. Donc, attention encore une fois, si il y a indexation des salaires, s'il y a indexation des salaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, on va réduire ça. D'accord? Alors, s'il y a indexation de salaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la course prix-salaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix augmente, le salaire doit augmenter. Le salaire va augmenter, donc il va augmenter les coûts d'entreprise, donc les prix augmentent. Les prix vont augmenter, et ça va entraîner encore une augmentation de salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une spirale inflationniste. Une spirale inflationniste, c'est-à-dire au départ, on part d'une hausse des prix qui va entraîner une hausse de salaire. La hausse des salaires va entraîner une augmentation de prix. L'augmentation de prix va entraîner une augmentation de salaire et ainsi de suite. Ce qu'on appelle une spirale inflationniste.
Et cette spirale inflationniste, elle est due à l'indexation des salaires. C'est-à-dire que si on est dans un pays où les salaires doivent suivre le taux d'inflation, il y a toujours cette course qui est très très dangereuse et ça va entraîner la spirale inflationniste. D'accord? Donc la course prix-salaire, c'est ce qu'on appelle la spirale inflationniste. Et la spirale inflationniste, elle est due à l'indexation des salaires. D'accord? Donc ça, c'est important. L'indexation, d'accord, s'il y a indexation. Maintenant, cette course, elle s'arrête quand il n'y a pas cette indexation. C'est-à-dire que si vous dites, OK, les prix, ou plutôt les salaires ne suivront plus la hausse des prix, d'accord? Dans ce cas-là, cette course, elle est cassée. Donc les prix vont continuer leur hausse pour une raison X ou Y, ou à un moment donné, ils vont même, cette hausse, elle va être stoppée. Mais en tout cas, les salaires ne vont plus suivre l'évolution des prix. D'accord? Et si les salaires ne suivent plus une augmentation des prix, eh bien, ils vont devoir augmenter peut-être dans l'avenir, mais pour d'autres raisons. Parce que le travailleur, il est plus performant, le travailleur, il est plus productif, etc., etc. Donc, en fait, on a deux systèmes qui sont succédés d'ailleurs dans le temps. Dans les années 80, à peu près, non, plutôt, dans les années 70 jusqu'au début des années 80 du siècle dernier, il y avait cette course prix-salaire dans tous les pays du monde. Donc, chaque fois que les prix augmentent, eh bien, on doit augmenter les salaires pour que les gens ne s'appauvrissent pas. D'accord. Après, il s'est avéré que cette course, elle était plus dangereuse parce qu'elle entraînait toujours l'inflation qui entraîne l'inflation, etc., etc. Et donc, l'inflation n'aura plus de limite. Donc, on a cassé cette course à travers des politiques, notamment de déflation, etc., juste pour dire aux salariés, non, non, donc vos salaires ne vont plus augmenter en fonction du prix, mais en fonction des performances que vous faites. Okay. Et nous, on va s'occuper de la maîtrise de l'inflation. C'est ce qui s'est passé. On verra ça la semaine prochaine à travers la politique monétaire. On va dire, le gouvernement, il va devoir lutter contre l'inflation pour qu'elle n'ait pas des effets négatifs sur les salariés. Mais les salaires, ils doivent progresser, mais uniquement en fonction des performances. D'accord? Mais si vous avez cette course prix-salaire, c'est-à-dire il y a une indexation des salaires sur les prix, sur la hausse des prix, sur ce qu'on appelle le coût de la vie, d'accord? Eh bien, il y aura une spirale inflationniste, et cette spirale inflationniste, c'est ce qu'on appelle la course prix-salaire. D'accord? Comptabilité, c'est normal, c'est un système d'information, donc les prix, bien sûr, ils vont influencer les actifs de l'entreprise, peut-être même, donc certains, c'est passif. Les amortissements également, donc bon, ça, c'est des notions comptables, donc je ne vais pas trop détailler là-dessus. Donc, ils sont calculés sur les prix d'achat, donc si ce prix d'achat était un prix faible, donc le renouvellement, il posera problème, donc ce qu'on appelle l'amortissement ou bien l'investissement de remplacement, hein, pour les entreprises. Donc l'amortissement, comme vous savez très bien, c'est comme une espèce de cagnotte que l'entreprise va constituer en vue de renouveler son matériel à la fin de la période d'amortissement. Or, le montant de l'amortissement, comme vous le savez bien, il se calcule par rapport au prix d'achat. Donc ça, c'est important. Et donc, en fait, le montant de l'amortissement, d'accord, il portera toujours sur une valeur qui aurait augmenté entre-temps. Je ne sais pas, donc si par exemple, vous avez acheté un matériel pour 100 000 dirhams, vous l'amortissez à 20%, par exemple, donc ça vous fait un amortissement de quelque chose comme 20 000 dirhams par année, d'accord? Et donc, au bout de la fin de l'amortissement, normalement, votre amortissement, il sera donc en totalité de 100 000. Normalement, ces 100 000, c'est tout simplement des bénéfices que vous avez cachés pendant la période, parce que l'amortissement est une charge, et cette charge, en fait, elle réduit les bénéfices. Mais en fait, l'amortissement est une charge qui n'est pas monétaire. L'amortissement, c'est pas quelque chose que vous payez. L'amortissement, vous allez constater comptablement une dépréciation. Et donc, en fait, vous allez réduire vos bénéfices, normal, parce que donc, vous augmentez vos charges, vous réduisez vos bénéfices, mais en fait, cette réduction de bénéfices, elle vous servira après à renouveler votre matériel. D'accord? Mais peut-être avec l'inflation, ce matériel, plus de 100 000, mais il est de
il est de 115 000, peut-être il est de 130 000. D'accord? Et donc, finalement, l'amortissement, il aura de plus en plus de mal à. Donc, l'entreprise, elle aura du mal, bien sûr, à renouveler son matériel, tout simplement parce que le prix de ce matériel va augmenter et que le montant de l'amortissement, lui, il a été réalisé, il a été effectué sur une valeur d'achat, donc avec un prix qui est inférieur. D'accord? Et puis après, donc on dit que l'inflation, elle perturbe l'épargne. On va dire que l'inflation, c'est l'ennemi numéro un de l'épargne. C'est l'ennemi numéro un de l'épargne. L'inflation, elle réduit la valeur ou le pouvoir d'achat de l'épargne. D'accord? C'est-à-dire, on va prendre un cas et je termine avec ça. Supposons que, on prend encore une fois, une personne qui a une petite épargne, c'est une personne qui met un peu d'argent de côté. Alors, en général, euh, alors cette personne, elle a le choix soit entre thésauriser, c'est-à-dire garder cet argent chez soi, dans un coffre, d'accord? Dans ce cas-là, eh bien, cet argent, il rapporte rien. Et donc, en fait, son pouvoir d'achat baisse avec le temps à cause de l'inflation. Si vous avez 10 000 dirhams, ben 10 000 dirhams mis de côté vont perdre peut-être, même si on est en stabilité des prix, 2% chaque année. Et donc, au bout d'un certain temps, ce que vous pouvez acheter avec ces 10 000 dirhams va baisser. Si jamais vous avez pensé faire des dépenses plus tard, faites cette épargne plus tard, eh bien, cette épargne, elle vous rapporte, enfin, elle vous permettra ou elle va voir son pouvoir d'achat baisser. Maintenant, si vous avez cette même petite épargne et que vous décidez de la mettre à la banque, ben, la banque, elle va vous dire, je vous donne 1%. Si vous voulez des intérêts, 1%, ça ne m'intéresse pas, c'est pas beaucoup. Et 1%, bien entendu, donc même si vous touchez 1%, si l'inflation elle est de 2%, vous perdez quand même 1% de pouvoir d'achat. Même placé, même déposé à la banque, étant donné que la rémunération est faible, d'accord, eh bien, il y aura quand même, si vous voulez, une inflation qui est égale à la différence entre le taux d'intérêt qu'on vous donne, d'accord, le taux d'intérêt qu'on vous verse, d'accord, et le taux d'inflation. Donc, si le taux d'inflation est de 2% et que le taux d'intérêt est de 1%, ça veut dire que votre argent, il va perdre chaque année, en pouvoir d'achat, il va perdre 1%. D'accord. Alors maintenant, euh, l'épargne, dans l'épargne, il y a plusieurs types d'épargne. Donc, si vous avez peut-être, vous épargnez votre argent dans des biens qui voient leur valeur augmenter avec l'inflation, vous n'êtes pas perdant. Donc, je ne sais pas si par exemple, votre épargne prend la forme d'un terrain, ou votre épargne prend la forme d'un immeuble, ou votre épargne prend la forme d'un métal précieux, de l'or. En général, vous n'êtes pas perdant. L'épargne, elle est toujours là et le prix, justement, de cette forme de l'épargne va augmenter parce que le prix du terrain augmente avec l'inflation. En général, les bâtiments augmentent leur prix donc les bâtiments, enfin des biens immobiliers augmentent avec l'inflation, l'or, l'argent, tout ça, tous ces métaux en général, ils ont un prix qui suit le niveau de l'inflation. D'accord? Maintenant, si vous placez votre argent dans des marchés boursiers, par exemple, dans des obligations, là, c'est relatif. Hein, donc, il faut juste voir ce que cette obligation il va vous rapporter. Et donc, si son taux d'intérêt, le taux d'intérêt sur cette obligation compense le taux d'inflation, donc on va dire que l'épargne ne sera pas réduite pour autant, elle aura toujours le même pouvoir d'achat. Je sais pas, par exemple, si vous êtes à 2% d'inflation et que de l'autre côté, on vous donne du 3%, eh bien, vous êtes gagnant au pouvoir d'achat de 1%. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, dans certains pays, le taux d'inflation, il a dépassé 1%, mais les taux d'intérêt sur les obligations, ils sont aux alentours de 0,5%. Je ne sais pas, vous prenez le cas de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne ou les obligations allemandes, aujourd'hui, je pense qu'elles sont à peu près les obligations de l'État allemand, ils rapportent à peu près 0,46%. Donc, c'est très, très faible. D'accord? Mais si l'inflation en Allemagne est de 1,5%, ça veut dire que les épargnants allemands qui ont placé dans des obligations,
d'accord, eh bien, ils perdent quand même la différence, c'est-à-dire 1,5% moins 0,5%, ben, ça fait quand même une perte de 1%. D'accord? Mais de manière générale, l'épargne, elle souffre de l'inflation. D'accord? Mais tout dépend bien sûr de la manière dont vous utilisez votre épargne. Donc, si vous l'utilisez dans des biens dont les prix augmentent avec l'inflation, vous n'êtes pas perdant. Mais si par contre, vous placez votre épargne dans des produits qui vous rapportent moins que le taux d'inflation, dans ce cas-là, l'épargne, elle risque de souffrir dans l'avenir. Voilà. J'espère que je n'étais pas très très long, donc je m'excuse pour les perturbations qui sont indépendantes de ma volonté. Donc c'était juste un petit problème technique. J'espère que ce cours il était intéressant pour vous, que vous avez appris des choses. Je vais essayer peut-être d'ici la fin de la journée de vous remettre deux petites choses. Donc en fait, ce que j'ai fait, la petite page ou deux pages sur l'IPC, donc que vous pouvez retrouver donc dans les cours de l'année dernière, mais que je vais vous remettre justement pour ne pas que vous perdiez pas dans un petit dossier donc que j'ai appelé je vais appeler dossier du cours du samedi 25 décembre. Et puis après, ben voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc toujours un cours en ligne à partir de 8h30 du matin. Eh bien, passez un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, monsieur. Oui, oui, monsieur. Merci. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde.